Johan Hichet, le chargé de mission milieu aquatique au syndicat Tarnaval, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc pour ma part, après avoir suivi la goutte d'eau tout au long du bassin versant, nous allons nous pencher sur le cours d'eau, donc qui est le réceptacle final avant la mer et les océans. Du coup, la présentation se fera en 3 parties. Donc on balayera les différentes fonctionnalités naturelles des cours d'eau qu'on a déjà vu un petit peu dans les différentes interventions. Ensuite, nous verrons les impacts des différents aménagements humains, les aménagements passés et encore actuels, et ensuite les principes de restauration qui peuvent être mis en place pour améliorer ces impacts. Du coup, pour ce qui est de la fonctionnalité naturelle des cours d'eau, on va se pencher sur 2 notions importantes. Donc la notion d'espace rivière, et non pas simplement la rivière, elle ne fonctionne pas toute seule. Et ensuite sur le fait qu'une rivière soit un milieu vivant et en évolution permanente. Donc c'est souvent ce volet-là que l'homme, au fur et à mesure des décennies, a cherché à figer justement pour avoir un petit peu moins de contraintes, mais il ne faut pas oublier cet aspect évolutif des cours d'eau. Du coup, cet espace rivière, donc cette notion-là, qui va revenir assez souvent dans nos présentations auprès des élus, donc il y a bien entendu la partie la plus connue qui est la rivière en elle-même, donc que ce soit du plus petit chevelu depuis la source, les ruisseaux, les rivières, les fleuves, donc l'ensemble des linéaires, mais également les nappes souterraines, donc on en a parlé notamment dans la partie sol et ensuite tout ce qui est milieu humide associé, donc, dont on vient de discuter, donc qui sont scientifiquement les différents types de zones humides que l'on peut retrouver sur nos territoires. Donc pour la rivière en elle-même, là, il y a deux unités dont on a l'habitude de bien distinguer. On a le cours d'eau en lui-même. Dès qu'on dit rivière, on pense à l'espace où s'écoulent les eaux la plupart du temps. Donc ils sont délimités par les berges, donc de part et d'autre, parfois accompagnés de ripisylves, parfois pas. Donc ce limineur, donc voilà, c'est la partie la plus visible, mais souvent ce qu'on a tendance à oublier, ou du moins les actualités après les grandes précipitations qui peuvent tomber ici et là, et tout récemment notamment dans les Alpes-Maritimes ou il y a quelques années plutôt du côté de l'Aude, il y a le lit majeur, donc en fait qui lui est délimité par la limite des plus hautes eaux connues, des fortes crues. Donc dans le secteur, souvent, alors, du moins sur la rivière Tarn et sur certains affluents, c'est l'année 1930 qui est retenue comme étant la limite des plus hautes eaux qui se soit passée au cours du dernier siècle. Donc c'est souvent sur ce lit majeur qu'on a des forts enjeux en termes de risque d'inondation. Les eaux souterraines, donc c'est le deuxième compartiment de cet espace rivière, donc qui est pas visible à l'œil nu, donc on a tendance à oublier. Je ne vais pas m'attarder dessus vu qu'on en a pas mal discuté. Mais voilà, il faut toujours garder en tête que la rivière ne fonctionne pas toute seule. Donc c'est la partie superficielle, l'écoulement des eaux, mais il y a également tout ce qui est infiltration et les nappes souterraines qui viennent alimenter les rivières, et notamment en période de sécheresse. Donc c'est souvent là qu'on a des forts impacts sur cette nappe et qu'on peut effectivement voir la diminution de cette profondeur de zone gorgée en eau. Et ensuite, donc on a la troisième partie de cet espace rivière, c'est tous les milieux humides associés. Donc Pascal Cougoul et Frédéric Puech viennent de nous lister, donc je ne reviendrai pas dessus. Tourbières, lacs d'altitude, les mares, les forêts alluviales, les annexes et les prairies humides notamment qu'on retrouve pas mal sur la partie amont de notre bassin versant, sur les zones de polyculture élevage. Donc après avoir défini cet espace rivière, cette rivière est un milieu vivant et en évolution permanente. Qu'est-ce qui vient façonner cet aspect de dynamique du cours d'eau? Donc ce sont le climat. Donc sur notre bassin versant, donc on va avoir toute la partie amont qui va présenter 2 types de climats principaux, donc le climat montagnard et le climat méditerranéen. Donc qui vont dans toutes les zones en altitude, qui vont s'accompagner de fortes précipitations. Donc du côté des Cévennes ou plutôt la partie sud, on peut avoir des précipitations à des cumuls à plus de 1600 mm par an.
Et après, on a voilà, aussi le massif du Lévézou sur la partie nord qui, elle, va plutôt venir irriguer la partie bassin versant du Vior et de l'Aveyron. La partie sud, Montagne Noire et Mont de Laconne, plutôt le bassin versant de la Goutte. Et enfin, sur la partie aval du bassin versant, donc le Tarn passe du massif central vers le bassin aquitain et est soumis à un climat océanique. Ce climat influe forcément sur le régime fluvial des cours d'eau. Donc il varie au fur et à mesure des saisons, bien entendu. Donc avec les périodes dites d'étiage, donc c'est les périodes de faible débit que l'on retrouve pendant les périodes estivales, donc voilà, de juillet à septembre. Et avec le réchauffement climatique, on a tendance à observer un rallongement de cette période d'étiage qui peut, il y a quelques années, il y a 2 ans je crois, on était allé jusqu'au mois de décembre où on avait des très faibles débits. Donc là, on s'est basé sur une station de Villemur-sur-Tarn pour prendre un exemple, donc en Haute-Garonne. Donc là, c'est un graphique qui reprend les débits moyens mensuels, donc qui sont chiffres clés pour se faire une idée, donc qui prend tout son sens quand on le compare en amont et en aval du bassin versant, parce qu'on ne retrouveront pas les mêmes chiffres. Donc là, sur Villemur, donc on est après la confluence avec la Goutte et avant celle de l'Aveyron. Donc on a le module, en fait c'est la moyenne du débit sur l'ensemble de l'année, enfin le débit moyen, donc on est à 140 mètres cubes secondes. Tout ce qui va être débit d'étiage, ça va être en dessous des 50 mètres cubes secondes. Et ensuite on a un exemple avec la crue de 1996, avec un débit de l'ordre de 3800 mètres cubes secondes qui avait été calculé à un instant T. Donc on voit bien le gros différentiel entre les faibles débits et les débits de pointe. Ce régime fluvial, on l'aperçoit très bien sur certains cours d'eau, plus que sur d'autres. Donc là, c'est un exemple sur le cours d'eau de l'Allier. Donc dans l'Allier, où on voit très bien le limageur qui est bien dessiné avec des boisements alluviaux qui sont conservés et certaines prairies humides. Du coup, c'est via cette dynamique fluviale qu'on perçoit l'aspect évolutif du cours d'eau. Donc on reste sur un système complexe et qui a tendance à modeler son lit dans son espace de mobilité, qui est le lit majeur, en assurant le transit de l'eau, des sédiments, et enfin, tout en dissipant son énergie. Donc cela entraîne des déséquilibres de force, donc on a des forces d'érosion, enfin des forces d'arrachement, donc plutôt sur les parties extérieures des méandres, et de la sédimentation, donc du dépôt sur l'intérieur des méandres. Donc tout ça dépend forcément des types de cours d'eau, donc qui dépend du coup de la pente du cours d'eau, de leur taille, de la taille des sédiments et du régime fluvial, si on est plutôt sur des cours d'eau de plaine ou des cours d'eau montagneux. Qui dit milieu vivant dit vie et biodiversité. Je ne vais pas me pencher dessus, mais en gros, toute espèce vivante a besoin d'eau pour vivre, donc on va retrouver un cortège diversifié et riche le long de tous ces habitats aquatiques. La ripisylve, c'est le terme qu'on emploie pour parler des boisements en bordure de cours d'eau. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, ça rejoint tout ce qui est rôle et fonctionnalité des haies, mais là vraiment sur les linéaires de cours d'eau. Donc l'ensemble de ces composantes nous font bien comprendre cet aspect pluridimensionnel d'un cours d'eau, donc avec une vision globale à prendre en compte, donc que nous, techniciens, au sein des syndicats de rivières, essayons de mettre en place quand on fait un diagnostic sur le terrain. Donc on a cette vision verticale, donc qui va des eaux souterraines de la nappe jusqu'aux eaux superficielles, cette vision longitudinale, donc de l'amont d'un bassin versant à l'aval, cette vision transversale, donc du lit mineur jusqu'au lit majeur, et enfin cette dimension temporelle, donc que l'on voit notamment. Les cours d'eau ont une histoire, et c'est souvent en regardant les anciennes cartes ou les photos aériennes ou les retours d'expérience des habitants que l'on arrive à comprendre pourquoi on en arrivait là, et souvent quand il y a un dysfonctionnement, on arrive à l'expliquer. On passe à l'impact des aménagements humains. Alors, le premier, qui est d'importance surtout sur la rivière Tarn, donc ce sont tout ce qui est construction de barrages, échaussées, seuils, il y a différents noms pour le même terme. En gros, c'est la construction d'obstacles en travers des cours d'eau.
donc, qui ont été faits pour différents usages, donc la production d'hydroélectricité, pour faire tourner les moulins, qui maintenant, pour la plupart, ne fonctionnent plus à l'énergie hydraulique et qui ont été transférés pour la production d'hydroélectricité, la création de lacs d'irrigation ou pour la création de retenues pour l'eau potable. Donc ces aménagements entraînent une modification des caractéristiques physiques du cours d'eau. Donc la première, c'est la diminution de la pente. En ayant créé plein d'obstacles, on se retrouve avec, plutôt qu'avoir une rivière avec du courant et une pente, en fait on crée une succession de plans d'eau. Donc c'est le cas sur la rivière Tarn notamment, et entre Albi et Millau, et ensuite sur la partie aval vers le Tarn-et-Garonne. Ça, c'est vraiment un enchaînement de plans d'eau qui fait que la rivière a plus le même aspect. Donc cette diminution de la pente entraîne un ralentissement et une homogénéisation des écoulements. Donc, qui veut dire en amont des barrages, on va avoir une accumulation de sédiments et un colmatage du fond du lit sédiments, et qui peut entraîner une augmentation de l'érosion latérale. Cette création de plans d'eau a aussi de forts impacts sur les caractéristiques physico-chimiques de l'eau, et notamment, on en avait parlé tout à l'heure, avec l'augmentation de la température. Les seconds travaux qui sont interdits depuis le début du XXIe siècle, donc au début des années 2000, c'était l'extraction de granulats en lit mineur. Donc ça, c'est des exemples qui ont été, des photos qui ont été prises en amont d'Albi. Donc ces granulats ont pour la plupart été utilisés pour la construction des routes dans le secteur Tarn et Aveyron. Donc cela, il y a eu des millions de mètres cubes qui ont été soustraits à la rivière, et du coup on a une diminution du stock de sédiments mobilisables, ce qui entraîne du coup un appauvrissement du lit. On remarque à beaucoup de secteurs, on a la roche-mère affleurante, donc le Tarn est au plus bas de ce qu'il peut être. On a une augmentation de l'érosion des berges et un élargissement de la rivière. On a observé la perte sur certains secteurs de plusieurs mètres de berges. Du coup, et même je crois sur 20 ans, on peut avoir des pertes de plus de 5 mètres. Donc sur des petites parcelles dans des vallées encaissées, c'est pas anecdotique. Et du coup, ce genre de choses entraîne du coup un enfoncement du cours d'eau, et ce qui revient à une chenalisation de la rivière. Donc on a au final une diminution du pouvoir filtrant de la rivière et un appauvrissement du milieu. Un autre aménagement qui a été fait, alors c'est surtout des aménagements d'après-guerre, ou du moins qui ont une importance à l'après-guerre, parce qu'on a toujours retravaillé les cours d'eau, mais quand on n'avait pas d'engin d'envergure, ça restait limité localement. Et du coup, donc ça c'est tous les travaux qui ont été effectués au moment des différents remembrements agricoles. Donc on va avoir des travaux de curage, donc qui eux ont pour objectif d'approfondir le lit. Des travaux de recalibrage, donc là l'objectif est d'approfondir le lit et de l'élargir, donc c'est d'augmenter le gabarit du cours d'eau. Et ensuite on va avoir tout ce qui est travaux de rectification, qui lui a pour but de supprimer en fait les méandres pour faciliter l'accès à l'eau et pour rendre plus simple pour des problèmes fonciers ou le passage des engins. Ça a été quelque chose qui a été beaucoup fait, en gros qui visait à simplifier l'espace rivière. Donc tout ça, ça entraîne du coup une déconnexion entre le lit mineur et le lit majeur, et ensuite une accélération de l'écoulement des eaux. Donc il y a quelques décennies, le but était vraiment d'accélérer l'écoulement des eaux, c'était le but recherché, c'est pour ça qu'on a fait ça. Sauf que quelques temps après, on se rend compte qu'il y a quand même un risque d'inondation accru à l'aval. Le débordement des eaux est moins réparti, donc c'est ceux qui habitent à l'aval qui récoltent ceux qui ne débordent pas à l'amont. Et ça entraîne également une érosion de berges qui peut entraîner à des déchaussements d'ouvrages, et du coup des dépenses pour préserver le bâti. Ensuite, un autre type d'aménagement, donc c'est tout ce qui est artificialisation des berges et du lit. Donc là, c'est l'exemple, donc ça se fait surtout en milieu urbain, mais également en milieu rural, et souvent aussi chez les particuliers qui cherchent à protéger leurs berges pour pas qu'il y ait d'effondrement. Du coup, par ce biais-là, on fige les berges et le lit du cours d'eau dans le temps, donc soit par un enrochement,
soit par la bétonisation. Donc on a du coup une absence de matériaux disponibles en berge et au fond du lit, et également du coup une diminution de la rugosité, donc avec une absence totale de végétation, ce qui entraîne également une accélération des écoulements. Et comme précédemment, ce sont les mêmes impacts. Des autres types de travaux qui ont été du coup des travaux d'envergure, surtout en milieu urbain. Donc là, j'ai pris 2 exemples des 2 agglomérations du secteur, mais on retrouvera ça dans toutes les villes de France. Du coup, là, ça a été des travaux surtout des années 60, 70, 80 qui ont cherché à gagner de la place au sein des villes, et notamment pour faire la place aux voitures. Donc là, on a l'exemple sur Gaillac où, à la place du ruisseau du Janseau, donc avant, on avait un vallon de verdure au sein de Gaillac qui a été remplacé du coup par un parking, une salle des fêtes ou un cinéma. Et pareil, de la même façon, à Albi, le ruisseau du Bon-Didou, donc qui longe l'hôpital. Avant, on avait un ravin assez profond qui partait de la place La Pérouse jusqu'au bord du Tarn et aux abattoirs, qui a été remplacé par un parking et des routes. Différents principes de restauration sont mis en place et qui sont listés dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne de l'Agence de l'eau. Donc le prochain schéma, il est pour de 2022 à 2027. Et en fait, là-dedans sont listés tous les travaux d'intérêt et à mettre en place pour améliorer l'état écologique des cours d'eau. Donc inversement par rapport à avant où on cherchait à accélérer les eaux, aujourd'hui avec le recul, on va plutôt chercher à ralentir les eaux. Donc un des premiers principes de restauration, pour reprendre la notion du début, c'est de restaurer l'espace rivière, donc qui répondra à différents enjeux, donc notamment le risque, donc les différents risques, donc risque inondation, risque effondrement de berge, répondra à des enjeux naturels, de préservation de la qualité des eaux et des enjeux sociaux pour redonner un certain accès à la nature aux citoyens. Donc différentes actions rentrent dans ce grand principe. La première, c'est la restauration des champs d'expansion de crues. Donc, je vais laisser la parole au bassin versant Tarn-Amont via une vidéo de quelques minutes qui va vous exposer un projet de restauration de champs d'expansion de crues. Alors à l'origine, c'est la crue du 28 novembre 2014 qui a dévasté une partie du village. Et on s'est posé, il faut essayer de comprendre. La population en fait est soumise ici à un risque de crue sévonale, c'est-à-dire qu'on a des pluies qui viennent de la Méditerranée avec des pluies de type orageuse qui peuvent en fait engendrer des montées d'eau très rapides. Ce projet d'aménagement concerne 1 hectare de zone sur la commune. C'est une zone qui est aujourd'hui soumise à un risque fort au sens du plan de prévention des risques inondations, le PPRI. On a réfléchi à avoir des solutions qui durent dans le temps, d'aménagement qui soient à la fois respectueux des milieux aquatiques et également trouver un équilibre par rapport à la zone d'inondation. L'idée, c'était de créer donc une zone d'expansion, c'est-à-dire lorsqu'il y a une crue, que les eaux, au lieu de se rester cantonnées au droit de la rivière telle qu'elle est dans son cours normal, c'est qu'elle puisse s'évader un peu plus dans sa largeur et donc faire comme une sorte de réserve ou de largeur plus forte, et que donc les eaux lors de crue ne montent pas autant que si c'était dans l'étranglement pur naturel du départ de la rivière. Le projet d'aménagement consiste à déplacer des enjeux qui sont présents sur la zone. Donc on a à la fois des maisons qui vont être démolies via le fond Barnier. On a également un chemin rural qui va être déplacé, qui est aujourd'hui vraiment sur le lit mineur du cours d'eau. On a également une zone sportive qui va être déplacée, et on a, qu'on ne voit pas en surface, mais des réseaux à la fois humides et secs, donc réseaux d'assainissement eau potable et électricité, qui devront être déplacés parce qu'ils ont été mis vraiment dans le lit, presque dans le lit de la rivière, et ils seront déplacés un peu plus loin.
Durant de nombreuses années, nous avons donc géré les ripisylves, les bords de berge immédiats. Aujourd'hui, avec les enjeux de la directive cadre européenne sur l'eau, les enjeux de préservation de la biodiversité, de prévention des inondations, mais aussi d'adaptation au changement climatique, nous devons partir sur des projets plus globaux, intégrant différentes thématiques. Le projet de zone d'expansion naturelle des crues de Saint-Rome-de-Cernon est une réalisation exemplaire en ce sens, car il combine différents enjeux. La prévention des inondations et la protection et la restauration des milieux aquatiques. Fort de cette ambition, le syndicat du Tarn-Amont et la commune de Saint-Rome-de-Cernon ont pu bénéficier d'un financement important sur ce projet accordé par la région Occitanie et l'agence de l'eau Adour-Garonne dans le cadre de l'appel à projet Restaurons les zones inondables. Donc la commune apporte 20% d'autofinancement sur les dépenses qui sont prises en compte dans le cadre de l'appel à projet. Ce projet ouvre désormais la voie à d'autres opérations emblématiques sur le bassin du Cernon et du Tarn-Amont. L'agence de l'eau, en tant que partenaire financier et technique, sera aux côtés des acteurs locaux pour avancer dans cette gestion équilibrée des milieux aquatiques, dans un objectif de solidarité amont-aval et d'investissement de long terme. Juste, tous ces principes de restauration vous seront réexposés en réunion auprès sur les programmes de gestion des cours d'eau pour les prochaines années à venir. Du coup, une autre action, c'est l'action sur la ripisylve, donc via sa préservation et sa restauration. Donc, David Campo en a parlé tout à l'heure. Donc, à l'époque, on avait un maillage un peu plus important, notamment une ripisylve. Aujourd'hui, bien moins sur pas mal de secteurs. Deux choix, donc soit la régénération naturelle quand cela est possible, ou soit des actions de plantation pour booster un peu le réaménagement. Un autre levier d'action, c'est la protection et l'intégration de l'espace rivière dans les projets d'urbanisation, notamment dans les documents d'urbanisme que sont les SCOT, PLUI, PLU. Donc, quelques exemples qui peuvent être proposés, c'est d'interdire par exemple les constructions à moins de 10 mètres d'un cours d'eau afin de prévenir tout futur enjeu, parce que souvent on a encore aujourd'hui des constructions qui se font trop proches du cours d'eau et 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, en ce moment on en voit les effets, on a des gros soucis d'usage et de gestion de ces cours d'eau. Une autre chose peut être le maintien d'une bande enherbée ou d'une ripisylve d'au moins 5 mètres, et ce, pas que sur les parcelles agricoles, mais également en ville. Donc, ce qui permettrait le maintien d'une trame verte et bleue fonctionnelle et permettre l'entretien de berges quand il y a des soucis au niveau de l'entretien des cours d'eau. Et enfin, de limiter au maximum les nouveaux busages de cours d'eau et de fossés humides pour garder un peu cette fonctionnalité d'infiltration des cours d'eau en superficielle, ne pas tout enterrer et tout figer. Et enfin, d'allier la préservation des milieux aquatiques à la création de cheminements doux ou de parcours de découverte, donc via la création d'emplacements réservés sur des lieux bien ciblés, et pourquoi pas l'achat de foncier du coup en bordure de cours d'eau ou sur des zones humides particulières. Donc un autre grand principe, c'est tout ce qui est restauration, déconnexion et fonctionnalité physique et biologique, qui vont passer par des actions vraiment sur le lit mineur, donc de diversification des écoulements, donc avec la création en fait de rugosité au sein du lit afin de rendre une certaine hétérogénéité au lit, donc que ce soit de substrat, d'écoulement ou de pente, et de repermettre une auto-épuration et une bonne oxygénation de l'eau. Et de la même manière, d'avoir cette notion en tête de ralentir les écoulements. Sur le même principe, c'est ce qu'on appelle la recharge sédimentaire, qui est une action qui est de plus en plus vue dans les politiques d'intervention des syndicats notamment, qui est de rehausser le lit de cours d'eau qui, après différents aménagements, notamment de rectification, recalibrage, des cours d'eau qui ont eu tendance à s'enfoncer, à se déconnecter du lit majeur, et du coup qui ont pas mal d'impact. Donc là, l'idée, c'est de rehausser le lit en ramenant des sédiments et de la terre, pourquoi pas du lit mineur, pour permettre une reconnexion entre ce lit mineur et lit majeur, notamment lors des périodes de crue. Donc ça va surtout être sur la rivière Tarn, donc c'est les annexes, la restauration d'annexes fluviales. C'est des habitats plutôt rares dans le secteur, vu le gros nombre de barrages. En fait, on a des
c'est les annexes qui se trouvent sur les secteurs encore peu touchés par l'inondation produite par les barrages. Donc l'idée est de les reconnecter par des travaux de terrassement. Donc là, on a 2 exemples avec Saint-Grégoire, c'est en amont d'Albi, au niveau de la route des tunnels, la vers Ambialé. Donc il y a pas mal d'annexes sur ce secteur-là. Et au niveau de Rabastens, en rive droite, là, juste en aval de la plage. Donc là, le but étant de diversifier les habitats sur la rivière Tarn. Ensuite, une autre notion, une grosse notion, donc, qui est la continuité écologique, donc la restauration de cette continuité, en fait, qui concerne la continuité sédimentaire et piscicole. Donc là, c'est de la même façon, c'est de travailler sur la morphologie des cours d'eau et sur l'existence de barrages en travers des cours d'eau. Donc là, l'idée, c'est soit de les supprimer quand elles n'ont aucune utilisation et qu'il y a une opportunité, soit de les aménager quand il y a trop de contraintes. Donc ça, l'idée, c'est de restaurer cette continuité au sein d'un affluent et surtout entre le Tarn et les affluents. Et enfin, le dernier grand principe de restauration, donc ça va être tout ce qui va être protection et là, plus sur la morphologie du cours d'eau en lui-même. Donc on en a parlé tout à l'heure avec les pôles départementaux des zones humides, donc avec tout ce qui va être mise en défend des berges, aménager des franchissements de cours d'eau ou la mise en place d'abreuvoirs, justement pour protéger ces secteurs la plupart du temps en milieu agricole. Et surtout sécuriser le petit chevelu hydrologique, donc soit par méconnaissance, mais voilà, le but est d'accompagner les propriétaires de ce genre d'habitat. Et enfin, la restauration morphologique d'un cours d'eau, donc qui peut passer soit par la remise à ciel ouvert de cours d'eau qui ont été précédemment busés, ou restaurer le lit d'origine de cours d'eau de certains tronçons qui auraient pu être déplacés dans des secteurs un peu moins propices à l'humidification des terres.